Après l'unification de l'Asie centrale sous la dynastie bouddhiste des petits khitanes, des Kara khitanes venus du nord de la Chine, d'une Asie centrale en grande partie turcisée, à part un certain nombre de régions sogdiennes dont la population est devenue persanophone, tadjikophone, l'Asie centrale islamisée, elle l'était déjà dans le cas de la Sogdiane avant la turcisation et l'iranisation. Pour ce qui concerne le bassin du Tarim, elle est en grande partie les contemporaine de cette turcisation, cette unification donc d'un territoire où on parle une même langue turque à dominante karlouk, à l'unité religieuse relativement étendue, islamisée, musulman, sunnite. Ce territoire va être conquis par Gengis Khan. Une des premières cibles avec, bien entendu, la dynastie Qin de Chine du Nord et de Mandchourie, à être attaquée au moment de la formation de l'Empire mongol. Il y a deux autres territoires qui sont ciblés et conquis par les Mongols. L'espace iranien, qui avait été unifié par les Seldjoukides, Iran et Irak, qui va devenir l'espace de la dynastie Ilkhanide, une des branches de la famille Gengis Khanide. Et l'autre espace, la Russie actuelle, en grande majorité européen, celui des plaines qui étaient peuplées de Kipchaks et des Koumans, des turcophones, encore païens, très superficiellement islamisés à cette époque-là, et donc ces populations turcophones de Sibérie et de Russie européenne ont constitué des différents khanats tatars de l'époque médiévale tardive et moderne. Un espace chinois qui a inclus bien sûr la Mandchourie et la Mongolie, qui va être le cœur de la dynastie mongole unifiée à l'époque de l'empereur Kubilai Khan, celui dont parle Marco Polo, et contrôlé par la dynastie Yuan, donc la branche de la dynastie Gengis Khanide chinoise. Et l'espace qui nous intéresse, qui était unifié par les Karakhitanes, concerne une autre dynastie que celle qui concerne la Chine. Et la dynastie Gengis Khanide des descendants de Tchagatai, donc on va appeler les Tchaghataïdes. Donc 4 espaces culturels historiques, 4 dynasties Gengis Khanides différentes, et 2 de ces espaces dynastiques Gengis Khanides sont turcophones. Le pays qui deviendra le pays tatar, et le pays qui est l'ancien espace turcisé par les Karlouks et dominé par les Karakhitanes, le Khanat de Tchagatai, dont la langue karlouk, qui est parlée aussi bien dans le bassin du Tarim par des populations qui commencent à s'identifier comme des Ouïghours, que dans le bassin de la Moudaria et du Sirdaria, par des populations qui ne se considèrent pas encore comme des Ouzbeks, en revanche. Cette langue va porter le nom de la dynastie mongole Gengis Khanide des Tchaghataïdes, la langue tchagatai classique, jusqu'à l'invention par les soviétiques de concepts ethno-national linguistique moderne, de langue ouzbek, de langue ouïghour. Pour toute la période médiévale et moderne, à partir du XIIIe-XIVe siècle, on parle du turc tchagatai, du turc qui se parle à la cour du Khanat de Tchagatai, la branche Gengis Khanide qui contrôle l'Asie centrale. Ce très bel acte chinois que l'on voit inscrit en alphabet ouïghour, justement cet alphabet qui vient du sogdien, emprunté pour la langue turque ouïghour de la dynastie du Khaganat ouïghour du 8e et du 9e siècle, est emprunté par Gengis Khan pour créer un alphabet pour la langue mongole, qui est jusque-là une langue très marginale dans le monde des steppes au nord de l'Asie centrale. Et puis on voit ces deux tampons marqués avec des sinogrammes, des idéogrammes chinois, donc ça incarne bien la rencontre entre ce monde des steppes, le monde de l'Asie centrale, et le monde de l'administration chinoise au sein de la dynastie Yuan, la partie chinoise de l'empire Gengis Khanide. Alors dans ce contexte d'unification du monde, l'élément intéressant, ce sont les deux voyages parallèles mais en sens inverse de Rabban Bar Sauma et de Marco Polo. Le voyage de Marco Polo est bien connu, on en a ici une partie de l'itinéraire qui le conduit à traverser les territoires contrôlés par la branche irano-irakienne de la dynastie Gengis Khanide, les Ilkhanides, Tabriz, l'Iran, la Bactriane, et il passe dans le bassin du Tarim. Malheureusement, le récit qu'il nous fait du bassin du Tarim n'a pas un grand intérêt, mais il illustre en tout cas un des itinéraires privilégiés de la route qui est appelée ici sur cette carte la route de la soie, simplement la route commerciale internationale qui traverse l'empire Gengis Khanide, qui relie la dynastie Yuan à la dynastie Ilkhanide à travers la dynastie Tchaghataïde de l'Asie centrale. Or, il y a un autre personnage qui emprunte cette route qui traverse l'Eurasie, qui relie la Chine à l'empire Ilkhanide, à travers l'empire Tchaghataïde, c'est Rabban Bar Sauma, accompagné de l'évêque Marc de Khan Balok étant le nom mongol de la ville que les Chinois appelleront Pékin. Pékin est une fondation de la dynastie Yuan, de la branche Gengis Khanide de Chine. Marc de Khan Balok et Rabban Bar Sauma sont des prêtres chrétiens de Chine qui viennent
à la cour ilkhanide, rencontrer le haut clergé de leur église, l'église syriaque orientale, l'ancienne église de l'empire sassanide qui s'est développée au sein de l'empire abbasside et qui a touché la Chine à l'époque Tang, au 7e et 8e siècle. Et il se trouve que l'itinéraire de Rabban bar Soma, comme celui de Marco Polo, mais en sens inverse, continue à travers le continent européen en Méditerranée, où il vient à la rencontre de l'église catholique latine. Donc cette carte résume un petit peu la problématique. Ce Khanat Chagatai ou Chagatai, la branche centra-asiatique de l'empire Gengis Khanide. À l'est, le Khana Yuan, qui contrôle la Mandchourie, la Mongolie, la Chine, on l'a dit, le corridor de Gansu, intégré à la Chine généralement, et aussi le Tibet, mais pas le bassin du Tarim. Au nord-ouest, le Khana, donc de la Horde d'Or, la branche qui va donner les Tatars, le Khana qui contrôle l'espace sibérien, le Kazakhstan actuel bien entendu, et la Russie européenne. Ici l'itinéraire de Marco Polo, d'ouest en est, par Hérat, la belle Bactriane, qui passe l'école entre le Pamir et le Tian Shan, qui rejoint Kashgar, le haut lieu de turcisation et d'islamisation de l'ancienne dynastie Karakhani, qui rejoint Khotan, l'ancien haut lieu bouddhiste de culture Sakka et indianisante, mais désormais islamisé et turcisé, et qui longe l'itinéraire au sud du bassin du Tarim pour rejoindre le corridor de Gansu. Et dans l'autre sens, l'itinéraire de Rabban bar Sauma, qui reprend exactement les mêmes étapes par le corridor de Gansu, qui rejoint Khotan, Kashgar, et cette fois-ci qui passe un autre col du Tian Shan pour rejoindre Suyab, l'ancienne capitale karakhanide. Il passe par la Transoxiane proprement dite, par Bukhara et la Margiane. Ici un portrait du grand empereur fondateur de la dynastie Yuan, donc de la branche chinoise de la dynastie Gengis. Cette représentation est intéressante parce qu'elle permet d'illustrer ce grand continent asiatique mongol où la Khan est le fondateur de la branche irano-irakienne, Ilkhanide de la dynastie Gengis Khanide. C'est donc l'homologue de Kubilai Khan pour la partie occidentale de l'empire, le territoire qui abrite le haut clergé et le patriarcat de l'église syriaque orientale à laquelle appartient Rabban bar Soma, marque de Khan Balir. Et ces deux représentations, l'une écrite en caractère persan et qui mentionne Hulagu Khan ici, et cette représentation syriaque qui représente le même Hulagu Khan ici, et son épouse Dokous Khatun dans les deux représentations, rappellent en fait deux éléments de la mythologie, l'un des légendes iraniennes, une représentation d'Hulagu Khan en Khosrow, l'empereur sassanide, et de son épouse Dokous Khatun en Shirin, l'épouse chrétienne de Khosrow II au début du 7e siècle. A l'inverse, sur ce manuscrit syriaque, on retrouve Hulagu Khan et Dokous Khatun, mais cette fois-ci en Constantin et Hélène portant la vraie croix. Et pourquoi est-ce aussi important? C'est parce que Hulagu Khan, lui, est Tengris, il est de la religion officielle Gengis Khanide, mais son épouse vient d'une tribu mongole chrétienne, liée au monde de Mark de Khan Balir et de Rabban bar Sauma, qui sont venus de Chine à la cour d'Hulagu Khan rencontrer le patriarche de leur église. Mark de Khan Balir est élu nouveau patriarche nestorien, nouveau patriarche syriaque oriental, sous le nom de Yahballah III, et en allant en Occident, il rencontre des moines occidentaux, notamment un certain Richaud de Montcron. Le moment de Gengis Khan met en communication un monde chrétien oriental, asiatique, qui s'était développé à l'époque islamique, dans le monde de contact entre la Chine et le monde iranien, et donc à travers les monastères qui notamment étaient présents dans le bassin du Tarim. La branche de l'Asie centrale, la dynastie Gengis Khanide Chagatai a laissé peu de vestiges, un petit peu du côté ex-soviétique, et un peu moins du côté chinois. En fait, le principal monument de cette époque, c'est le mausolée du dernier grand khan de cette dynastie Chagatai, Turluk Timur, qui va laisser sa place à Tamerlan, un émir, un général issu d'une autre tribu mongole installée en Asie centrale, dans la partie ex-soviétique, dans la partie occidentale de l'empire Chagatai, et qui va développer son propre émirat et qui va conquérir et réunifier l'ensemble de l'Okoumène, comme à l'époque Seldjoukide avant lui, comme à l'époque Abbasside avant lui, comme à l'époque Sassanide avant lui, comme à l'époque hellénistique, comme à l'époque Achéménide, toujours le même espace, un espace qui exclut le Tarim, malheureusement pour nous. Ce qui implique que la dynastie Chagatai, en réalité, se replie dans la partie nord de steppe, en dehors de l'Okoumène, et dans la partie orientale, dans le bassin du Tarim, justement. Si elle est renversée d'Asie centrale à la ex-soviétique, de la partie occidentale, dans la partie orientale et septentrionale, elle continue à prospérer. Et la partie va être appelée le pays des Mongols, par opposition au pays des Turcs, qui est l'Asie centrale occidentale. Sédentaire. Et ce pays des Mongols, donc en persan, se dit Mogolistan. Mogolistan, ça va être le terme générique par lequel on va désigner le territoire où la dynastie Gengis Khanide Chagatai continue à prospérer et continue à prospérer jusqu'à l'époque moderne.
Alors ce tombeau est un des plus beaux et il est sur la frontière avec le Kazakhstan, mais légèrement du côté chinois de la frontière actuelle. Il incarne bien ce dernier feu de cette grande dynastie Tcharataïde, unifiant les deux bords de la chaîne montagneuse du Tian Shan, l'Asie centrale anciennement sogdienne et l'Asie centrale anciennement tokharienne. Ici un certain nombre de détails de cette faïence extrêmement sophistiquée qui se développe à la fin de l'époque mongole et notamment à l'époque timouride pour l'Ouzbékistan, pour le Tadjikistan, pour l'Afghanistan. On retrouve le modèle général de l'architecture turco-iranienne ou d'Asie centrale, avec des grands portails qu'on appelle pushtar, et avec une arche à l'intérieur du cadre qui forme des écoinçons qui sont ici décorés de manière assez originale, et ces arches qui sont elles-mêmes en général gravées d'inscriptions en astre, le style cursif de l'inscription arabe.